Mesdames, Messieurs, bonsoir. La grande interview accordée à la radio et télévision du Niger par le président de la République, Abdrahmane Tchani, continue de susciter les réactions de nos concitoyens qui ont apprécié dans leur écrasante majorité les propos tenus par le chef de l'État lors de cette interview. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau des acteurs de la société civile nigérienne qui vont livrer leurs sentiments sur tous les sujets évoqués par le président Tchani au cours de cette interview. Et comme invité, nous avons M. Ibrahim Abdoulaye, secrétaire général adjoint du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Dr Lawali Tassiou Ibrahim, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Monsieur Ibrahim Namewa, président de la Fédération Niger Unie, et Monsieur Iliassou Amadou Moumouni Djermakoy, acteur de la société civile. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons décrypter ensemble la grande interview du chef de l'État qui a abordé tous les sujets d'actualité dans cet entretien inédit qui a duré un peu plus de 5 heures de temps. Quelle appréciation faites-vous de cette grande interview du président de la République? Que faut-il retenir de cette interview et quels sont les thèmes qui ont retenu votre attention? Quels sont les enseignements à tirer de cette grande interview du chef de l'État? Quelle a été la réaction de nos concitoyens qui ont suivi pendant des heures et des heures cet entretien que d'aucuns qualifient de l'événement de l'année? Vos différents commentaires dans ce débat dans quelques petites minutes. Quelle appréciation faites-vous de l'entretien exclusif du chef de l'État sur la radio et télévision du Niger? Ibrahim Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Tchabango. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour cette occasion que vous nous avez offerte une fois encore pour venir au niveau de ce plateau et de livrer nos impressions relativement à l'ordre du jour qui est l'analyse, n'est-ce pas, de l'entretien exclusif du président de la République, son Excellence, le général d'armée Abdrahmane Tchani. Comme vous l'avez dit, nous étions devant notre poste téléviseur le jour de l'interview du président. En tout cas, une interview qui a pris en haleine l'ensemble du peuple nigérien. Et nous, en tant qu'acteurs, pas des moindres, en tout cas, du mouvement scolaire de notre pays, nous avions suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention ou les différents passages ou les différentes séquences de l'interview du président de la République. Moi, je vais me focaliser sur 3 aspects qui ont retenu mon attention. D'abord, ce qu'il faudrait franchement apprécier, c'est que le président, un véritable chef militaire, mais aussi un véritable chef suprême de notre pays, ou un véritable président de la République, il a eu à faire d'abord l'historique, n'est-ce pas, de l'ensemble, n'est-ce pas, des ethnies de notre pays, les mouvements qu'il y a eu pendant des siècles durant jusqu'à nos jours. Comment les peuples, comment au sein de la population il y a eu les mutations. Moi, je pense que c'est un exercice qui n'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que le président maîtrise véritablement tous les coins et recoins de notre pays, que ce soit de l'ouest à l'est, du sud au nord. C'est quelque chose d'impressionnant et c'est quelque chose qui nous réconforte à plus d'un titre dans notre position. Le second aspect qui a véritablement retenu mon attention, c'est, n'est-ce pas, ces révélations courageuses de notre président de la République par rapport à cela que nous connaissons, qui veulent nous mettre les bâtons dans la roue, comme on le dit, tel que la France, il ne faut pas se mâcher les mots, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Bénin, qui sont des pays qui ont orchestré, n'est-ce pas, la dernière attaque est survenue à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, que ce soit du côté de la base 101 et du côté de l'aéroport civil en tant que tel. Évidemment, le président, preuve à l'appui, nous l'avons vu, était sorti pour dire voilà comment les choses se sont déroulées. Voilà le plan machiavélique qui a été établi par ces 3 pays pour pouvoir atteindre notre pays. Et dans les révélations du président, ce n'est pas que seulement
l'attaque de l'aéroport. Oui. Mais il y a toute une liste, n'est-ce pas, des sites qui ont été identifiés, n'est-ce voilà. pas, par ces mercenaires envoyés pour pouvoir atteindre ou pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, cet élan de souveraineté, cet élan de dignité dans lequel nous nous retrouvons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons, en tant qu'observateurs, continuer avec lucidité, continuer avec courage, à croire profondément à ce que le président de la République du Niger nous livre comme information. Au début, nous avons vu, et quand le président a parlé, certains trolls français ou certains qui n'ont pas compris véritablement la démarche ont commencé à dire que c'est des informations gratuites qui leur a été livrées. Mais à l'occasion de l'interview, nous avions compris véritablement des chiffres à l'appui, les mouvements même des aéronefs. À partir du Bénin, c'est à côté de chez nous. Le Bénin, c'est un pays que nous connaissons parfaitement. Et le peuple béninois avec le peuple nigérien, personne ne peut les séparer. Si peut-être lui, le président Talon, estime qu'il est confortablement assis là où il est, mais non. Nous avons un président qui est en tout cas au cœur de ce qui se passe au Bénin, qui voit, qui a les yeux, et n'est-ce pas, au Bénin, et qui sait ce qui se passe. Quand au début, M. Tchamogo, le président avait parlé de la présence des bases militaires françaises au niveau du Bénin, vous avez vu la réaction des autorités béninoises. Elles ont nié. Mais plus tard, la vérité, elle est sortie des grands jours. On a vu que véritablement, il y a une base vers Parakou, une base qui est installée, n'est-ce pas, où il y a des mouvements, où il y a des troupes qui sont amassées. Et pour votre information, cette base, elle était, oui, évidemment, cette base a vocation d'être, cet aéroport plutôt a vocation d'être un aéroport civil, n'est-ce pas, et même international. Mais depuis que le président Talon est rentré dans le jeu, n'est-ce pas, de la France, cet aéroport a été fermé. Il n'y a que des mouvements des avions militaires pour pouvoir atteindre notre pays et pour pouvoir nous faire mal. Le troisième aspect, très rapidement, qui nous avait vraiment retenu, c'est que le président, honnêtement, était revenu en long et en large sur l'aspect économique. L'aspect économique, nous avions fait ce que nous avions fait, le combat pour chasser les bases militaires étrangères. Nous avions fait la résistance. Nous avions vécu, n'est-ce pas, contre la sanction unique, contre la sanction sauvage que nous a infligée la CEDEAO. On a pu en tout cas dépasser tous ces stades. Aujourd'hui, les grands débats auxquels le peuple nigérien attend les autorités, c'est la question économique. Et le président, en fin connaisseur, était sorti pour donner des détails, des informations. Depuis la Première République, nous n'avons pas eu en tout cas un régime où, n'est-ce pas, où pendant les règnes de ce régime, il y avait eu des industries qui sortaient des sols. Le président nous a dit qu'il y a un peu moins de 100, n'est-ce pas, entreprises qui ont été créées. Et ça veut dire que 64, donc s'il y a des entreprises qui sont créées, ça veut dire qu'il y a des jeunes Nigériens qui ont été recrutés. Il y a au-delà même des jeunes, des Nigériens qui ont été recrutés et qui travaillent. C'est quelque chose de très important. Et notre souhait pour la jeunesse, pour cette année 2026 aussi, qu'il y ait d'autres entreprises qui vont s'implanter dans notre pays et qui vont prendre des jeunes Nigériens pour des Nigériens tout pour aller travailler. Et l'aspect, toujours dans l'aspect économique, c'est que nous voudrions ici aussi magnifier ce qu'aujourd'hui au Niger on ne parle plus de faim. C'est-à-dire cette période où nous tendons la main à l'assistance internationale, elle est terminée. Aujourd'hui, nous travaillons. Le peuple nigérien, le président, en tout cas, vous voyez, avant d'arriver sur les autres séquences, il avait fait la genèse, n'est-ce pas, de l'historique de notre peuple. Ça veut dire que les Nigériens ne sont pas, en tout cas, des peuples dont l'oisiveté habite en eux. Aujourd'hui, nous avons vu la grande
l'irrigation, elle s'est faite un peu partout. Les Nigériens travaillent, nous avons travaillé la terre et le riz qui était de 20 et quelques mille aujourd'hui est venu à 8 000. Dans nos familles respectives aujourd'hui, c'est les riz nigériens produits localement que nous mangeons et c'est des garanties de santé que nous avons. C'est à mettre à l'actif du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la tête duquel se trouve le général d'armée, le président de la République, Abdraman Chani. C'est des signes comme ça et c'est des choses comme ça que nous avions vues, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la théorie à la pratique, évidemment. Pour finir sur un aspect aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est la maîtrise. Le président a dit les questions sociales. C'est des questions qu'il maîtrise et qu'il a un œil regardant. Il a parlé, pour nous, en tout cas dirigeants et scolaires, de la question des bourses. Évidemment, aujourd'hui, il y a un petit reliquat qui reste, le président l'a dit. Et c'est un courage aujourd'hui pour un président de la République de dire il y a des reliquats, n'est-ce pas, qui restent et qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir à ce niveau, il n'y a pas de démagogie. Il n'y a pas de démagogie et c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire aujourd'hui à voir. D'accord. Et avant de donner la parole au docteur, il y a le docteur Tassiou. Je demande au niveau de l'USN, les étudiants ont regardé massivement cet entretien, je pose la question. Je vous assure, à la place AB, comme vous l'appelez, ils ont suivi largement ou bien comment ça s'est passé rapidement? Je vous assure, Tchamogou, voilà, on aimerait bien comprendre. Les étudiants, les élèves étaient câblés. N'est-ce pas, devant leurs écrans. Devant leurs écrans. Ils ont suivi le président et nous avons vu sur les réseaux sociaux pendant les 5 heures d'horloge. Les étudiants, les élèves ont regardé en tout cas cette sortie médiatique du président et nous avons vu la preuve dans les différents groupes WhatsApp et sur Facebook quelle était leur réaction et ils défendaient avec courage, fierté et abnégation les propos du président. D'accord, on va arriver à ces réactions plus tard. Docteur Tassiou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. Merci, permettez-moi tout d'abord de vous remercier donc, pour l'occasion, pour l'opportunité que vous nous donnez, en tout cas de nous exprimer suite au message à la nation, en tout cas, qui a fait écho du chef de l'État, son Excellence Abdraman Chani, donc qui a fait écho effectivement au plan national et international. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais également remercier mes co-débatteurs qui ont accepté aussi effectivement de donner leur impression. Alors, je vais commencer par les propos du président. Donc, votre appréciation, un hommage, au FDS, que vous faites cette dernière donc un hommage au FDS, donc tombé au champ d'honneur et aux civils, donc arrachés à la vie et par l'obscurantisme. Donc j'adresse mes sincères condoléances les plus émues et à leurs familles éprouvées. Donc mes prières et mes pensées vont également à l'endroit de ces personnes blessées. D'accord. Je leur souhaite un prompt rétablissement et aux orphelins et aux veuves. Alors, donc, à l'heure où nous nous trouvons dans ce débat précis, donc, l'heure n'est plus, le débat dépasse effectivement les clivages partisans. Ici, c'est l'idée même donc, qui nous réunit, donc, qui concerne notre avenir en commun. On y va. Alors, le président de la République, effectivement, quand il a fait son message, donc, il y a quelques aspects, en tout cas, qui ont retenu nos attentions. Alors, il a parlé de la sécurité. Donc, la sécurité, cet aspect, en tout cas, qui conditionne même l'existence d'un pays. Donc, il faut le noter, que notre armée est montée en puissance avec, effectivement, les récentes attaques. Donc, on a vu comment la réaction, effectivement, de nos forces de défense et de sécurité. Il a parlé, effectivement, sur le plan de la diplomatie. Donc, il faut qu'on instaure le respect mutuel entre les États, d'accord, et la défense des intérêts. Et à travers son message, donc il livre un message fort à la fois aux citoyens nigériens, aux jeunes que nous sommes, et même aux dirigeants de l'Afrique en général, parce qu'il fait un récit d'abord, en tout cas, le récit de Niger d'abord, donc de l'histoire de toutes les ethnies, comment les choses se sont déroulées, et même il est allé loin jusqu'à dire avec exactitude, avec des chiffres à l'appui, en tout cas, toutes les exactions qui sont faites à l'encontre de notre pays, notamment par nos pays voisins. Autrefois, lorsqu'il avait soulevé, donc ça a suscité des réactions, les gens pensaient que non, que c'est des allégations. Et maintenant,
tout le monde sait réellement à travers ses propos. Donc vraiment, la vérité a jailli au grand jour. Voilà. Et puis sur la relance économique, je pense que quand je suis venu, donc j'ai décidé, moi j'étais enseignant contractuel en Europe, donc j'ai décidé de venir donc, servir mon pays. Donc quand je suis arrivé, la première des choses dont je me suis inspiré, c'est de savoir le coût de la vie. Donc la cherté de la vie, effectivement, quand vous prenez les denrées alimentaires, donc vraiment le mil, le maïs, et même l'aspect énergétique, donc vraiment c'était, et si vous voulez, c'était dans un état délétère. Et à l'heure actuelle, donc avant de venir à ce débat, donc j'ai pu échanger, et j'ai suivi le président avec des chiffres qu'il a donnés. Donc il y a vraiment une baisse. Donc très considérable des denrées alimentaires. Donc voilà, je pense que ça, à ce niveau, il faut saluer, et en tout cas les grandes irrigations, en tout cas toutes les actions qui ont été engagées par la refondation. Donc je me dis que vraiment, quand on suit, lorsqu'on fait une analyse consensueuse donc des propos du chef de l'État. Donc je pense qu'on a face à nous un président, en tout cas, qui veut asseoir les bonnes bases d'une bonne gouvernance, donc pour refonder l'État. Donc nécessairement, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, si vous voulez, c'est au niveau de la justice. Lorsque lui-même, il dit qu'en réalité, la justice, elle n'est pas une personne, donc c'est les personnes qui l'animent. Ça veut dire que si la justice ne marche pas, ça veut dire que c'est dû au personnel qui l'anime. Donc on ne peut pas dire que tout le personnel est mauvais, mais donc si lui déjà, il prend en compte qu'il y a des personnes déjà, en tout cas qui nuisent à cette justice, donc qu'il faut les écarter du système judiciaire, parce que si vous voulez, la vie en société, la paix même repose sur vraiment la justice, sur la justice. Donc, docteur, puisque vous me donnez l'occasion, je sais qu'à un moment, vous-même, vous étiez dans ce secteur de la justice, que vous étiez greffier, si je me souviens, à une autre époque. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de ce problème de la justice évoqué par le président? C'est quoi le problème? Oui, le problème, tout à fait. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Oui, il a bien schématisé. Hein, oui, tout à fait. En tout cas, quand il l'a dit, tout à fait, c'est pas un problème de texte. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez évolué dans ce corps. Oui, tout à fait. J'ai fait au moins une quinzaine d'années dans la justice. J'étais greffier en chef, j'étais greffier d'instruction au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière. J'étais même SGA1 du syndicat national des agents de la justice du Niger. Alors, c'est que le président, effectivement, il a relevé. Donc, c'est des problèmes qui existent. C'est pas un problème d'ordre textuel. Les textes sont là. C'est le problème de personne. C'est le problème de personne. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout le monde, mais le président l'a dit que parmi ces personnes, ces acteurs-là, donc vraiment, il y a les mauvaises graines. Donc, il faut les écarter. Docteur, c'est les magistrats eux-mêmes qui veulent pas rendre cette justice, ou c'est quoi le problème? Parce que si les textes sont corrects, c'est quoi le problème? Parce que lui-même, il l'a dit. En fait, c'est les magistrats eux-mêmes qui veulent pas rendre sa justice. En fait, ou c'est quoi exactement? Le problème qui se pose, en fait, c'est pas parce qu'il y a des magistrats aujourd'hui qui défendent les droits auprès desquels, quand vous partez, aujourd'hui, vous avez des décisions qui sont rendues, que les gens, ils trouvent leur gain de cause. Il y a un voleur qui vole, on le met en prison. Mais il y en a, en tout cas, il y en a parmi cette équipe de magistrats, si vous voulez, il y en a qui ne veulent pas. En tout cas, ils sont nombreux. Oui, bon, on ne peut pas dire qu'ils sont nombreux ou qu'ils ne sont pas... Mais quand même si, parce qu'un juge même, un seul juge, s'il ne fait pas son travail, regardez combien de personnes peuvent reposer sur un juge. Quand vous prenez, donc ça veut dire que là, il y a un souci. Je pense que si il y a quelque chose que je dois aussi saluer au passage, en tout cas, le nombre de magistrats, parce que la justice, effectivement, il y a un manque de magistrats. Voilà, c'est ce qui conditionne souvent la lenteur au niveau des procédures, d'accord, au niveau de la... En tout cas, vous constatez la lenteur judiciaire. Donc, il y a un recrutement où c'est la première fois où on recrute au-delà de 50 jusqu'à 100. Je me dis que ça, moi, je l'ai apprécié, en tout cas, à sa juste valeur. Vraiment, j'ai dit que là, vraiment, il y a une volonté manifeste. Vraiment de recruter des magistrats pour pouvoir, en tout cas, assainir ou bien pour que la justice puisse fonctionner comme il le faut, correctement. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, Ibrahim Nema, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelle appréciation faites-vous de l'entretien exclusif du chef de l'État sur la radio et télévision? Et qu'avez-vous retenu de cette interview? Quels sont les thèmes qui ont retenu le plus votre attention? En tant qu'acteur de la société civile, je sais que vous n'avez pas raté aussi cette occasion pour regarder cette grande interview. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, pour d'abord l'invitation et puis pour ces questions que vous nous posez afin de pouvoir nous exprimer, donner notre appréciation
des éléments contenus dans l'entretien donné par le président de la République, chef d'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Alors, dans un premier temps, je commencerai d'abord par rendre un hommage mérité à toutes les FDS de notre pays. Ouais. Parce que, comme je le disais tantôt, j'ai l'habitude de le dire, si nous pouvons nous retrouver sur un plateau, échanger des questions d'intérêt national, c'est parce que quelque part, des hommes et des femmes sont positionnés soit à la frontière du pays, soit dans le désert, soit dans les villes et villages afin d'assurer la sécurité, la quiétude sociale et la tranquillité de notre pays. D'accord. Donc, qu'ils trouvent ici notre encouragement, nos encouragements, un hommage mérité et nous souhaitons à ce que leurs efforts soient reconnus et que ce soit encouragé par les plus hautes autorités. D'accord. Ceci dit, je commencerai par la forme de l'entretien du président, de laquelle le président a pu donner. Je trouve que le temps même était très volumineux, 5 heures de temps d'horloge, 5 heures, oui. pour faire le tour d'horizon de la situation socio-politique, économique et sécuritaire de notre pays. Si on regarde apparemment presque tous les différents aspects qui relèvent de la vie d'une nation ont été abordés. Chacun en ce qu'il paraissait important aux yeux du président et aux yeux des citoyens nigériens que nous sommes. Et je trouvais que des questions ont été posées au président de manière libre. Vous-même qui posez des questions, c'est comme si vous étiez libre, vous posez toutes les questions qui vous venaient, y compris les questions qui relèvent des rumeurs et des causeries des FADA à Niamey. Et un peu partout, on trouvait des réponses chez le président. C'est à saluer, c'est éminemment important. Du reste, c'est pour la première fois qu'on a, en tout cas dans notre pays, l'histoire est là, on peut la consulter. C'est pour la première fois qu'on a un chef d'État qui vient s'asseoir, prendre tout cet état-là en train d'échanger avec les journalistes des questions d'intérêt national et même des questions géopolitiques internationales. C'est très important. Donc, ceci dit de la forme. Maintenant, dans le fond, effectivement, le président a abordé beaucoup de choses. On ne peut pas revenir là-dessus intégralement, mais on peut de manière synthétisée évoquer certains aspects qui avaient attiré notre attention. Dans un premier temps, le président avait fait l'histoire de notre pays comme à ses habitudes. Et ce n'était pas anodin, ce n'est pas juste pour le besoin de raconter l'histoire. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons trouvé le président dans son rôle d'un président chef d'État qui a pris les rênes d'un pays dans un contexte particulier et même tumultueux, où il était nécessaire de retourner dans l'histoire pour rappeler au peuple nigérien, pour rappeler aux Nigériens qui nous sommes, qui étaient nos grands-parents, nos ancêtres, afin que chacun de nous puisse se remémorer et de savoir d'où il vient, où nous sommes actuellement et où est-ce qu'on peut arriver. Parce qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient, un peuple qui ne sait pas d'où il vient, à coup sûr, il peut s'égarer en cours de route. Et lorsqu'un peuple sait d'où il vient, ça va lui permettre effectivement de s'inspirer des moments forts de la vie des ancêtres pour essayer de corriger ou pour essayer de défendre l'actualité afin de projeter les bases d'un avenir radieux. Je crois que c'est à cet exercice que le président s'est adonné. Surtout, il avait il a évoqué ces questions historiques pour répondre effectivement à ce qu'il a trouvé. Avant le 26 juillet 2023, on avait dans ce pays-là une situation, si vous voulez, très, très, très difficile. Où c'est les dirigeants, les autorités qui portent la robe des avocats pour défendre l'impérialisme, pour défendre les Occidentaux. C'est dans ces pays, un chef d'État a l'habitude de s'asseoir pour expliquer aux Nigériens qu'en réalité, les Nigériens, nous ne devons même pas avoir un sentiment de fierté d'être nous-mêmes lorsqu'on sait que quand nous parlons de dignité, ce n'est que selon lui subjectif parce que quelqu'un dont
le salaire est payé par une organisation internationale, quelqu'un dont les routes où il traverse sont construites par une organisation internationale, par des puissances internationales, ne devait pas prétendre à un sentiment de fierté ni à une certaine dignité. C'est dans ce pays. Et c'est la même télévision. C'est la même télévision qui a interviewé le même président qui nous a livré tout ceci. Et jusqu'à ce que ce même président est arrivé jusqu'à nous dire que l'uranium même que nous pensons que nous sommes un pays producteur de l'uranium et que c'est une richesse, c'est une fierté, cet uranium-là n'est qu'un mythe. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il a dit que c'est un mythe. Carrément, il dit que c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. Et que la France même qui achetait notre uranium, ne l'achetait que par pitié. Par pitié. Juste pour nous trouver de quoi nous jeter afin de nous nourrir et puis tout. C'est qu'en réalité, il n'y a même pas de valeur de l'uranium. Voilà. C'est tout ça là que le président a trouvé. C'est-à-dire un narratif impérialiste conçu, préparé et livré dans le but de dompter le peuple nigérien et d'amener le peuple nigérien à comprendre qu'en réalité, nous n'avons même pas la fierté d'être un peuple qui peut aspirer à une certaine souveraineté. C'est ça que le président a trouvé. On n'est même pas plus loin. C'est dans ce même pays, on a l'habitude d'assister à des événements les plus dangereux où des forces armées militaires de notre pays, dans leur balade en Afrique, ils arrivent au Niger, ils tuent nos frères à Terra et tout. Et pendant que les Nigériens s'attendaient à ce que justice soit faite sur ce dossier, c'est les autorités du pays qui sortent pour défendre les militaires étrangers qui ont tué nos propres frères. Nos propres frères. C'est dans ce pays ça s'est passé. Donc c'est vraiment un narratif conçu qui est là et le président a très bien compris que pour mieux donner le courage au peuple nigérien, il faut déconstruire ces narratifs-là. Il faut rappeler aux Nigériens qui il est. Il faut rappeler aux Nigériens il est descendant de qui. Et en ce moment-là, on aura cette préparation, cette prédisposition d'esprit qui va permettre de prendre en charge l'actualité. Ça, c'est dans un premier temps, c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Quand le président faisait cette histoire-là, c'est vraiment dans le but de déconstruire ces narratifs très dangereux pour notre pays. Mais l'autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'entretien du président, entre autres, il y avait aussi ce tour d'horizon qu'il a eu à faire sur les questions géopolitiques. Parce que en faisant cet entretien, en dénonçant certains complots, certaines complicités, certaines manœuvres de l'impérialisme en lien avec ces valets locaux qui sont ceux qu'il avait cités, les présidents ivoiriens, béninois, et un peu ça et là. En le faisant, le président se positionne comme étant l'édificateur de l'Afrique tout entière. Parce que l'impérialisme que nous sommes en train de vivre, contre lequel nous sommes en train de sévir, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. L'AES est seulement une confédération, trois peuples qui ont décidé de dire non à l'impérialisme et de combattre l'impérialisme. C'est ça. Et la meilleure façon de combattre l'impérialisme, le président a bien compris ça, parce que l'impérialisme, c'est toujours les complots, c'est toujours les manœuvres, c'est toujours des planifications d'assassinats, des destitutions des chefs d'État, des balkanisations des pays à travers l'assassinat de certains chefs d'État. C'est ça l'impérialisme. Et l'impérialisme a toujours prospéré sur la base des renseignements. Et le président a bien compris ça. C'est pour cela que lui aussi, étant très bien renseigné, sinon mieux renseigné que les impérialistes, dès qu'ils font leur complot, le président revient à la charge pour déconstruire le complot, pour les dénoncer, comme pour répondre à cet adage qui dit qu'un problème débattu et à moitié résolu. Je crois que le président a bien compris ça, parce qu'à chaque fois quand il sort, il dénonce les complots. Souvent, vous avez même des complots imminents, des situations imminentes où il ne reste quelque part pour agir, mais dès que le président sort pour dénoncer ça, dire voilà ce qui se prépare et que le peuple aussi prend le relais pour se mobiliser, c'est dire apte à accueillir toutes ces éventualités-là, vous allez voir que ça va permettre de désamorcer ce complot-là et c'est mis à nu, et donc ça ne va plus c'est réalisé. C'était très bien, c'est pédagogique en termes de stratégie de déconstruction de complots et de mauvaises manœuvres. Et aussi, l'autre aspect peut-être sur lequel je voulais un peu m'appesantir, c'est ces questions-là
au niveau national, telle que la question de justice. Quand on entend le président parler de la question de justice, on se rend compte qu'effectivement, toutes les mauvaises pratiques que les gens ont décriées pendant des années, qui ont eu cours ou bien qui continuent à avoir cours dans le milieu judiciaire, sont en train d'être sont déjà connus par le président, le premier Nigérien, le premier magistrat d'ailleurs. Et comme il le connaissait lui-même et qu'il a même décidé de les porter à la place publique, à l'opinion publique, ça veut dire qu'on peut espérer avoir des solutions. Et surtout quand on voit la manière par laquelle il dénonce certaines indélicatesses venant de certains acteurs judiciaires, on comprend tout de suite et maintenant que désormais, tous ceux qui vont se livrer à ces actes-là vont finir par être sanctionnés. Parce que les exemples sont déjà là et qu'en l'écoutant, on comprend qu'il maîtrise bien ces questions-là aussi. Donc, on peut désormais se sentir rassuré. Parce qu'un pays, une société, c'est quand même la justice. C'est la justice. La justice, c'est le dernier rempart. Lorsque la justice est malade, ça veut dire que la société, elle aussi, elle ne peut qu'être malade. Elle peut même aller à la déconfiture. Donc, c'est pour dire que c'est rassurant. Je finis avec l'aspect sécuritaire où le président de la République nous a quand même rassuré que la situation sécuritaire, quelle que soit la forme qu'on constate aujourd'hui ou ça et là, elle est quand même maîtrisée. Bien sûr. Et il a réussi à nous laisser comprendre que effectivement notre armée désormais, elle est une armée professionnelle. Nos FDS sont désormais des FDS professionnels, des FDS aguerris, avertis, qui montent en puissance et en ce qui concerne tous les différents aspects, que ce soit la formation, l'équipement et tout. Et cela a été appuyé avec des exemples tels que la question de l'attaque de l'aéroport international Kontigi à la base 101 de Niamey. C'était l'exemple que le président a pris pour illustrer cette montée en puissance de nos FDS, et c'est rassurant parce que ça nous permet au moins de continuer à avoir la fierté que nous avions connue depuis qu'on avait réussi à chasser les soldats français. Quelle que soit la situation sécuritaire de notre pays, on est toujours fiers lorsqu'on sait que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays. Il n'y a pas une armée d'occupation qui vient nous envahir sous le fallacieux prétexte de nous aider et qui ne fait rien. Et ça, là, peut-être, je crois bien, là aussi, l'attaque de l'aéroport a donné l'exemple parce que la réaction des partenaires russes, que le président lui-même a salué, nous a permis de comprendre ce qu'on appelle le partenariat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, parce qu'on a quand même vu les partenaires ce qu'ils ont fait. Ce qui est carrément et totalement différent de ce qu'on a connu avec les anciens partenaires qui, sous leur regard, sous leurs yeux, sous leurs renseignements, on vient, on tue nos frères, on chasse les villages, ils voient et regardent des hordes de motos qui passaient sans jamais daigner une moindre réaction, sans aucune réaction, sans jamais informer qui que ce soit. Mieux même, ils participent, ils aident les terroristes à avoir des résultats pour qu'ils puissent continuer à assurer leur existence sur notre territoire. Donc c'était vraiment des choses qui étaient très importantes que le président a dénoncées, et il a salué là où il faut saluer des efforts, et donc nous estimons qu'un tel exercice doit continuer. Parce que s'il continue comme ça, ça veut dire qu'au-delà du Niger, au-delà de l'AES, l'Afrique est en train d'apprécier. Quand vous regardez au moins sur les réseaux sociaux, c'est partout en Afrique, les gens sont en train d'apprécier le président général Abdraman Tiani, président du Niger, en ce qu'il fait beaucoup des efforts, il édifie les gens, y compris sur des questions qui dépassent même notre pays. Il donne des informations, il attire l'attention des autres peuples, comme le peuple ivoirien, où il a attiré leur attention sur ce qu'a été leur dirigeant et ce qu'il est aujourd'hui, et des risques imminents qui pèsent s'ils vont continuer à observer, à regarder un tel président qui ne va pas hésiter à créer des problèmes à tout le monde. Très bien. Merci pour ces explications. Merci. Monsieur Ilyas Oumouni, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette première question, sur votre appréciation de l'entretien exclusif du président de la République et ce que vous avez retenu, les thèmes qui vous ont paru importants?
Monsieur Tchemogo, merci beaucoup de nous avoir donné une occasion supplémentaire, en plus de venir parler de la situation du pays, et surtout de l'interview exclusive du président de la République, qui a duré 5h45, plus précisément. Parce que moi, j'étais devant ma télé jusqu'à 1h du matin, 1h moins 4, je pense. Donc, avant de commencer, je voudrais souhaiter un Ramadan Karim à toute la communauté nigérienne et à tous les musulmans du monde entier. Et surtout que ce mois béni de Ramadan nous apporte la paix. Nous apporte la bénédiction pour le pays et surtout vraiment assiste aussi les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui se battent nuit toujours pour qu'on puisse dormir tranquillement dans nos foyers. Et surtout pour que surtout aussi que les autorités puissent aller aussi de l'avant par rapport à la marche du pays. Donc je souhaite vraiment un Ramadan Karim à toute la Oumma islamique du Niger et du monde entier, et surtout pour que vraiment chacun, en ce qui le concerne, continue aussi les prières, les douas et surtout les invocations pour que notre pays vraiment puisse gagner ce combat contre le terrorisme. Et vraiment, d'abord, il y a eu 2 acteurs au niveau de cette interview. Les 2 acteurs, c'était le président de la République et vous, M. Tchemogo. Vraiment, c'est la première fois. Je pense que j'ai suivi beaucoup d'interviews du président de la République et c'est la première fois que j'ai été vraiment édifié par rapport à tout ce qui se passe, non seulement au niveau du pays, au niveau de la sous-région. Et ça, c'est quand même important parce que quand on vit avec des voisins et quand on vit aussi dans un pays qui est encerclé de défis sécuritaires à relever, donc moi, je pense que le président de la République, dans cet exercice, a édifié l'opinion nationale et internationale par rapport à ce qui se passe au niveau du Sahel et au niveau du Niger et au niveau des pays de l'AES. Donc, vraiment, c'est une interview masterclass. D'accord. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, il y a même un chroniqueur que j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux qui disait que le président Tchani, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord. Donc, il est allé jusqu'à ce niveau, juste pour dire. On a vu tous les commentaires. On a vu tous ces commentaires sur les réseaux sociaux. Vraiment, je vais m'appesantir surtout sur le côté sécurité. D'accord. Parce que ce que le président a dit, avec des dates, avec des lieux, avec des noms, avec des endroits précis. Moi, je pense que le président Tani, à travers cet exercice, est la tour de contrôle du renseignement, n'est-ce pas, des pays de l'AES et de la sous-région. Parce que quand on regarde aujourd'hui ce qu'il a dit concernant les défis sécuritaires au sein du Niger et au niveau de l'AES et au niveau de la sous-région, il a mis en garde beaucoup de pays. Il a mis en garde le Bénin. Il a mis en garde le Nigeria. Que le scorpion qui va se retrouver dans leur bouche, une fois que ce scorpion va les piquer. Mais c'est en ce moment qu'ils vont se rendre compte que tout ce qui est en train de se passer, qu'ils ont été prévenus. Donc moi, je pense qu'à travers ce message que le président lance envers les pays voisins, n'est-ce pas, c'est pour attirer leur attention, pour dire tout simplement que la sécurité doit concerner tous les pays du Sahel et que ça concerne aussi les pays voisins qui sont autour du Niger. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, les pays voisins, les présidents, enfin les autorités de ces pays doivent se dire que ce message qui a été transmis, malgré les attaques qui sont en cours, chaque fois qu'ils essaient de déstabiliser le Niger, le président est toujours allé vers la main tendue pour la paix. Parce que même si, quand on est en guerre et qu'on sait que les problèmes de cette déstabilisation viennent de ces pays-là, mais normalement on doit se braquer. Mais il tend la main pour leur dire faites attention, faites attention. Et moi je pense que ça c'est un message fort. On ne va pas nous dire aujourd'hui que le président de la République n'est pas prêt pour la paix. Il est là, franchement, pour essayer de trouver des solutions pour que tous les pays du Sahel puissent vivre en paix. Donc moi je pense que ça c'est quelque chose d'important. D'accord. Donc les tentatives de déstabilisation orchestrées par donc, les acteurs internes et externes, parce qu'il faut le dire aussi, parce que nous avons des acteurs internes dans cette histoire-là. Donc, et les complicités. Et les complicités. Donc, parce que sans les complicités, on ne peut pas comprendre comment l'aéroport a été attaqué la dernière fois. Donc moi je pense que à ce niveau aussi, il a été très clair.
Parce qu'on a toujours essayé de nous défendre. Mais il faut que les gens comprennent que la prochaine fois, les prochaines tentatives, ça sera aussi de l'offensive. Ouais. Parce qu'on ne peut pas continuer à se défendre uniquement. Nous devons passer aussi à l'offensive. Et donc ça, tout le monde doit comprendre ça à ce niveau-là. Donc moi, je pense que ce que les gens doivent, et les pays voisins doivent comprendre par rapport donc, à ce message du président de la République, c'est pour que les pays puissent avancer ensemble. Nous avons aussi, sur le côté économique, je pense que le président a dit quelque chose de très important. Quand on prend, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, concernant le budget de la présidence, il a réduit ça drastiquement jusqu'à 66 milliards. De 224 milliards à 66 milliards. Ça, c'est quelque chose qui a retenu mon attention. Parce que je pense qu'il faut faire des économies quand on se trouve dans des situations difficiles. Et moi, je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers tous les ministères qu'on regarde, n'est-ce pas, quand on regarde le budget de ces ministères-là, on sait que quelque chose est fait dans ce sens-là. Parce que il faut faire des sacrifices à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau de la mobilisation aussi. Parce que la mobilisation générale, pour venir à cette mobilisation générale, moi je pense que le président de la République, à travers ce message-là qu'il a fait, de cette interview, les Nigériens ont compris maintenant que cette mobilisation générale... Le contenu. Et le contenu, et ils ont compris que cette mobilisation générale a tout son sens. Parce qu'aujourd'hui... la mobilisation générale, ça doit concerner toutes les classes sociales du pays. Bien sûr, il l'a dit. Et il l'a dit. Et donc, moi, je pense que les Nigériens, en majorité aujourd'hui, sont convaincus que nous devons tous nous lever pour soutenir, n'est-ce pas, la politique mise en place et surtout la démarche qui est faite aujourd'hui pour que le Niger puisse s'en sortir. Donc, moi, je pense aussi que sur le côté de la jeunesse. De la jeunesse. Moi, je pense que le président a parlé aussi de quelque chose de très important. Parce que, vous savez, la jeunesse, il a compris aussi que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Et aujourd'hui, il a donné des idées claires par rapport à la marche que la jeunesse doit avoir pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc moi, je pense que tout à l'heure, le représentant l'a dit. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, chacun doit comprendre, n'est-ce pas, que nous sommes sur la bonne voie. Et nous devons continuer dans ce sens-là pour que le Niger puisse vraiment s'affirmer et continuer à garder sa souveraineté. Voilà. Dans un premier temps, c'est ce que Merci, Ilyas. Merci. On va avancer. Quels sont, à présent, pour vous, les enseignements à tirer de cette grande interview? Monsieur Ibrahim Ablaye. Les enseignements à tirer, au-delà de ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et honnêtement, ça nous a beaucoup rassuré. Cette grande interview. D'accord. Ça rassure, hein? Ça rassure énormément. Et ça voudrait dire que véritablement le Niger d'aujourd'hui et de demain, le Niger d'aujourd'hui est beau et le Niger de demain sera aussi beau. Nous l'avons vu parce que déjà quelques jours, je ne sais pas, c'est 1 ou 2 jours après l'interview du président, vous avez vu les premiers résultats qui étaient sortis, qui est celui du déplacement du président de la République en Algérie. En Algérie, voilà. C'est extrêmement important. Extrêmement important parce que avec tout ce que le président a dit, il nous a rassurés. Et il a rassuré le peuple du monde que le Niger n'est pas un pays fermé. Le Niger n'est pas contre les autres pays qui ne partagent pas la même vision que nous, ennemis. Le président, dans l'assurance qu'il nous a donnée, il a aussi donné l'assurance à la même France aujourd'hui qui est en train de nous combattre à tort et à travers, en disant que même leur part de l'uranium, n'est-ce pas, qui est stocké, ils n'ont qu'à venir prendre ou même sur nos propres moyens. Nous pouvons transporter cet uranium pour qu'ils partent chez eux et faire ce qu'ils veulent avec. C'est ça l'assurance, la plus grande assurance que nous avons vue. Le président est un homme de paix, est un homme de justice, est un homme de développement. C'est ce que les Nigériens attendent et c'est ce que les Nigériens ont véritablement compris. Le second aspect, M. Abdoulaye, aujourd'hui, vous avez vu, depuis la sortie du président, automatiquement, au sein de la population, le discours a changé. Le discours a changé, pourquoi? Parce que partout où vous partez, vous entendez les Nigériens sont en train de dire « Ah, le président, il a parlé,
et nous avons vu, il nous a véritablement convaincus et les changements tant entendus et en fait là. Parce que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que la stratégie ou l'aspect qu'il faudrait comprendre, le président, en dehors de l'interview qu'il a accordée en français, c'est que pour l'une des rares fois de 1960 à aujourd'hui, nous avons un président qui parle les deux langues nationales, les deux langues principales, en Hausa et en Zarma. Le président a accordé aussi des interviews en Hausa et en Zarma, en touchant le plus grand nombre de Nigériens, en donnant les détails qu'il a donnés, n'est-ce pas? Et ça fait qu'il y a depuis lors une prise de conscience générale et généralisée. C'est extrêmement important. Le troisième aspect, M. Abdoulaye, et je vais en tout cas revenir là-dessus, c'est sur l'assurance que véritablement les préoccupations aujourd'hui de la jeunesse sont prises en compte. C'est très important parce que la jeunesse constitue le levier du développement de tout un pays. Aujourd'hui, pour les jeunes, les premiers à consentir les sacrifices pour la mobilisation générale, c'est nous. Nous avons déjà dit que nous sommes prêts aujourd'hui à être enrôlés pour être des volontaires pour la défense de la patrie. Parce que nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons que le Niger qui est notre bien le plus précieux. Nous n'allons pas être comme ceux-là aujourd'hui qui ont décidé, certains, je ne sais pas, pour leur propre vouloir, à partir en Europe et à être dans des ghettos comme des sardines et comploter contre notre pays. C'est des aspects aujourd'hui rassurants de voir que la jeunesse, elle est, n'est-ce pas, au devant et de la démarche est devant, au cœur de la refondation. Ça nous rassure beaucoup parce que pour ceux qui peut-être étudient à l'extérieur, ils peuvent aujourd'hui se dire, à travers la sortie du président, à travers l'assurance du président, à travers le programme, sa vision qu'il a étalée aujourd'hui, sa vision sur le plan économique, n'est-ce pas, sur la relance, n'est-ce pas, et des secteurs vitaux stratégiques, tels que la question pétrolière, la question de l'uranium, la question de l'or, etc., etc. Ça joue un peu aujourd'hui. Et ce que nous avions vu, comme je vous ai dit, les résultats de la visite du président en Algérie avec le projet du gazoduc transsaharien. Aujourd'hui, la majorité, en tout cas, de ceux qui ont étudié, les élèves dans les centres de formation professionnelle, les étudiants, n'est-ce pas, dans les secteurs miniers, pétroliers, ont de beaux jours devant eux parce qu'ils vont avoir des emplois. Ces projets, c'est un projet phare, c'est un projet d'espoir. C'est en tout cas des signaux comme ça que la jeunesse attend et que la jeunesse voit en dehors, en tout cas des nominations que nous avons vues, vraiment même dans le gouvernement, des jeunes qui sont assez représentés au niveau même du conseil consultatif de la refondation. Nous avons des jeunes qui sont au premier plan et la jeunesse, elle est écoutée. Elle est écoutée, Abdoulaye, parce que nous, en tant que dirigeants estudiantins, nous vous disons clairement que nous sommes écoutés parce que quand la base exprime les besoins, nous partons de façon diplomatique, stratégique vers les responsables, vers les autorités et on nous écoute. Ce qu'on peut faire, on nous fait ça science tenante. Ce qui doit attendre, on nous dit sans démagogie. Vous comprenez cette situation? Et nous comprenons évidemment la situation parce que nous sommes dans la résilience. On veut en tout cas nous étouffer et nous refusons, n'est-ce pas, d'accepter cette asphyxie dans laquelle on veut nous mettre. Il n'y a pas un seul Nigérien, Abdoulaye, c'est ça la particularité. Il n'y a pas un seul Nigérien aujourd'hui qui ne sait pas que on veut coûte que coûte nous dérouter. On veut coûte que coûte nous ramener dans l'ancien système, un système dans lequel nous sommes asservis, nous sommes avilis, un système où on n'a pas en tout cas nos mots à dire. Comme l'a expliqué tout à l'heure. C'est ça, il n'y a pas un seul Nigérien qui n'est pas conscient. Et l'importance aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le président de lui-même, il le dit haut et fort. Peuple nigérien, je sais que vous êtes dans la résilience. Moi-même, je suis dans la résilience. Pour revenir à un des passages où il dit ils ne vivent pas dans l'élix. L'élix n'est plus aujourd'hui dans leur agenda. Ils sont dans la survie, comme tous les peuples nigériens. Et après ce combat, notre espoir sera que quand le Niger sera maître véritablement de toutes ces ressources et que ces ressources sont exploitées et qu'on puisse vraiment avoir
les fruits de ces ressources, que le peuple nigérien plutôt puisse avoir les fruits là, chacun en ce qui les concerne. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, c'est ça l'essence du combat. L'essence du combat, n'est-ce pas, pour la refondation, ce n'est pas, c'est-à-dire pour quelqu'un d'autre que nous le faisons. Nous le faisons pour nous-mêmes Nigériens. Nous le faisons parce que nous voyageons dans les pays du monde entier. Autrefois, M. Abdoulaye, pour finir, autrefois, n'est-ce pas, les Nigériens sont taxés de tout. Les Nigériens sont vus comme étant des peuples, n'est-ce pas, qui ne sont pas véritablement entrés dans l'histoire. Aujourd'hui, grâce en tout cas à la démarche actuelle de notre pays, le Niger est au devant de la scène internationale. Le Niger est respecté. Vous avez vu, toujours par rapport au déplacement historique du président, l'accueil qui lui a été réservé. Le président de la République populaire et démocratique d'Algérie est venu jusqu'au tarmac de l'aéroport pour accueillir notre président. C'est cela en fait que nous voulons. C'est cela que nous voulons voir. C'est cela qui nous réconforte, nous gêne à encore resserrer nos ceintures, à encore être ces boucliers, à encore être ces acteurs de premier plan, n'est-ce pas, pour protéger notre refondation. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les enseignements à tirer? Les enseignements à tirer, moi je vais les résumer à deux niveaux. Si D'accord. Au plan interne, ça veut dire que le président il s'adresse à nous Nigériens. D'accord. Donc, pour dire que nous, de savoir d'où nous venons, là où nous sommes, ça veut dire que nos ancêtres aussi, dans le passé, ils ont eu à défendre ce pays. Donc il faudrait que nous aussi, que nous le fassions, de la résilience. Alors, pour dire que aussi, nous avons une richesse, mais la richesse, là, de l'extérieur, ça les intéresse. Donc il faudrait que nous fassions un combat légitime et légal pour défendre pour notre richesse, pour que ça puisse profiter à nous, en tout cas nigériens. Au plan externe, si vous voulez, ou international, donc la leçon à tirer, si vous voulez, c'est dire que le Niger que vous connaissez autrefois, c'est pas le même Niger. C'est pas le même. Parce que le Niger maintenant, c'est un renouveau, c'est un Niger maintenant en tout cas qui a pris conscience, donc à travers ses dirigeants, pour dire que maintenant, nous n'allons plus faire des partenariats où perdants, gagnants. Donc c'est une partie qui gagne, maintenant ce n'est plus cela. Maintenant, si vous voulez un partenariat gagnant-gagnant, venez, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas fermés à qui que ce soit, quel qu'en soit le pays. Donc autant vous voulez notre richesse, donc autant nous aussi, donc on défend notre richesse. Donc maintenant, si vous voulez un partenariat fiable, gagnant-gagnant, vous venez, on va faire ce partenariat. On est ouvert à tous. En fait, du point de vue diplomatique, ça veut dire que le Niger est ouvert. Pour preuve, vous avez vu, effectivement, je reviens à ce qu'a dit mon prédécesseur, effectivement, le déplacement du président marque. En Algérie. En Algérie. Donc j'ai vu avec le protocole comment le président il a été dignement accueilli. Donc moi je connais le peuple algérien, donc il réserve en tout cas à une personne qu'il respecte, si vous voulez, en tout cas un accueil digne de ce nom. Donc le président il a eu tous les honneurs. Moi ça m'a réconforté du fond de mon cœur. Vraiment, un signe de respect. Un signe de respect, vraiment connaissant, parce que je sais qu'il y a des présidents qui sont partis où en fait c'est des ministres, ou souvent c'est des gouverneurs, ou c'est des comment on appelle ça. En tout cas, c'est pas des hauts placés qui partent les accueillir. Donc voilà, moi je me dis aussi, il lance un message aussi, si vous voulez, aux dirigeants africains, faites attention, les gens que vous voyez, les puissances étrangères, donc qui vous utilisent. En réalité, en fait, ils ne volent pas de votre bien. Eux, ils défendent leur intérêt. Ils vous donnent peut-être que, voilà, ils vous font faire des missions qui vont à l'encontre de l'intérêt national, mais peut-être qui vous arrange. Mais dans ce cas, en fait, il attire leur attention que ne faites pas le jeu des puissances étrangères, faites le jeu de votre... Défendez l'intérêt national de vos pays respectifs. Bien sûr. D'accord, merci. Oui, Namawa, qu'est-ce que vous allez ajouter? On peut retenir rapidement, entre autres, d'abord, la souveraineté du Niger est une réalité désormais. Parce que quand on écoute le président, tout ce qu'il avait détaillé, selon qu'il dénonce certaines manœuvres de l'impérialisme qui cherche à déstabiliser le Niger, selon qu'il affirme et réaffirme la reprise en main de notre richesse par le pays, selon qu'il essaie de mettre les Nigériens devant leurs responsabilités en leur disant que lui, en ce qui le concerne en tant que chef de l'État, il assume
ses responsabilités. Je crois que tout ceci participe à dire à qui veut l'entendre que désormais le Niger d'aujourd'hui est un Niger souverain. C'est un pays souverain. Donc un des enseignements à tirer, c'est que la souveraineté du Niger commence à être une réalité. Ce n'est plus une imagerie, c'est une réalité. Aucun pays ne peut se moquer du peuple nigérien et vouloir traiter avec les Nigériens. C'est pas possible. Okay. Donc ça là, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que le président a réussi à expliquer aux Nigériens que désormais, il y a ce qu'on appelle la transparence et la redevabilité dans la gouvernance administrative au Niger. Désormais, toutes les questions qui révélaient, qui étaient des questions tabous par le passé, sont aujourd'hui des questions discutables. On pose sur la table et on discute. Je vous ai vu à lui poser la question, même sur certains aspects sur lesquels certains des détracteurs sont toujours accrochés en voulant dire que le CNSP n'a qu'à réduire son train de vie, le train de vie de l'État est exorbitant. Les gens, vous avez même utilisé le terme opulence. Le président dit qu'il ne connaissait pas l'opulence. Et il a réussi à répondre de la très belle manière à ces questions-là en expliquant aux gens que le train de vie de l'État du Niger n'est pas un train de vie de l'opulence comme les gens veulent le faire croire. Et il a essayé de donner même des statistiques en disant aux gens qu'ils ont trouvé des milliers de conseillers qu'ils ont ramenés désormais 7000 exactement. 7000 exactement, voilà. Qu'ils ont ramenés à environ 200. À 200. Vous n'êtes pas plus de 200. Donc c'est déjà, ça participe de la transparence. Ça veut dire que tout celui qui veut savoir comment est-ce que l'État est gouverné, comment est-ce que l'administration est gouvernée aujourd'hui, les statistiques et les données sont là. Dans un passé le plus récent, il serait difficile pour vous d'entendre de la bouche des autorités avec précision combien de personnes ils ont nommées comme conseillers. Ce n'est pas possible. Dans un passé récent, il était difficile que les autorités vous donnent avec des chiffres, des statistiques pour vous dire que voilà le budget de la présidence et que voilà comment c'est en train d'être géré. C'était un tabou. C'était un tabou parce qu'il n'y a que nous autres qui faisons ce qu'on appelle session budgétaire citoyenne, qui arrivons à accéder à ces budgets-là, on l'analyse à notre manière. Et dans tous les cas, ça s'arrête là. On parle entre nous, en tant que société civile, on l'analyse à sa juste valeur et ça s'arrête là. Ça ne dit rien aux autorités et ils ne s'intéressent même pas à notre analyse budgétaire. Mais aujourd'hui, le président lui-même invite les Nigériens avec lui à décortiquer le budget, à aller vérifier. Il leur donne des précisions même sur le budget. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut être plus transparent que ça dans la gestion de la chose publique que ce que le président faisait? Et les questions de la redevabilité, il était aussi revenu là-dessus, c'est un des renseignements à tirer. C'est que le président informe les Nigériens que désormais, la redevabilité est démise de la gouvernance. On vous confie une responsabilité sur la base de ce qu'il avait dit. Il dit que c'est des rapports qu'on leur amène et sur la base de ces rapports, il donne des responsabilités aux gens, il nomme les gens. Et donc, après la nomination, quand on constate des déviances et des difficultés, il dit on vous change. Et tout ceci participe aussi de la redevabilité parce que désormais, tous les fonctionnaires, tous les responsables de l'État doivent se dire que vous avez été nommé seulement sur la base des rapports, mais donc dans la gouvernance, c'est maintenant que vous devez mériter la confiance placée en vous. C'est un avertissement. Je pose la question. C'est un avertissement aujourd'hui à tous ces fonctionnaires. Ça veut dire que tout le monde est averti. Et que désormais, lorsque quelqu'un arrive, lorsque un responsable de l'État soit venu à être démis de ses fonctions, qu'il n'y ait plus ces spéculations-là qu'on connaissait dans les réseaux sociaux, dans l'opinion. Un tel, pourtant, il est ceci, il est cela. Bon, le président a expliqué comment le mécanisme s'effectue. Donc, désormais, c'est clair, c'est transparent. En plus de cela, un autre renseignement qu'on peut tirer, c'est que désormais, le président a informé l'opinion publique nationale et internationale que l'autosuffisance alimentaire est une réalité au Niger. Que le Niger n'est plus ces pays qui vivent au gré de l'assistanat. Ces pays qui vivent de l'aide, de l'assistance de X ou de Y. Non. Le Niger, désormais, les Nigériens arrivent à se nourrir. La boutade qu'on avait citée par le passé, c'est maintenant qu'elle est devenue une réalité. C'est maintenant que les Nigériens... Laquelle des boutades?
stade, il faut préciser. C'est maintenant que les Nigériens... Les Nigériens nous suivent, voilà, les 3 ans. Hier, c'était une boutade, aujourd'hui, c'est une réalité, elle est là. Les Nigériens travaillent... Les 3 ans, ça n'a jamais répondu aux attentes. Je pose cette question encore. Non, c'était, si vous voulez, excusez-moi, c'était de la chimère par le passé. C'était de la chimère, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le monde voit comment les Nigériens participent à la contribution, avec leur contribution au fonds de solidarité. Et quand on rassemble ça, on prend une partie, on injecte dans le projet grande irrigation, on a et autres, ils aménagent ça et que ça devient une réalité. On enlève ce produit-là, les récoltes, on vient en interrécolte, on expose sur le marché et on demande à tout le monde de venir acheter à un prix raisonnable, à un prix qui défie toute concurrence de la sous-région. Mais c'est ça les 3 ans. C'est ça les 3 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'on dit les 3 ans là, c'est des milliards et des milliards de francs qui ont été engloutis, mais sans résultat. C'est vrai ou faux? J'allais en venir. C'est même ça, c'est là le hic. Le hic, c'est que lorsque les 3 ans étaient de la chimère, on injectait plus de moyens. Aujourd'hui, on injecte peu de moyens avec un résultat tangible et satisfaisant qui est là et qui fait la fierté des Nigériens. Aujourd'hui, tous les Nigériens savent que désormais, avec un peu de moyens, vous partez sur le marché, vous avez des vivres disponibles. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. À chaque fois, cette période-là était une période de casse-tête, de souffrances, de débandades, de courses à gauche, à droite pour chercher de quoi faire le Ramadan. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas senti ça. Même quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens s'intéressent plutôt à autre chose. Donc désormais, je crois que le peuple nigérien est en train de sortir du lot des peuples pauvres, des peuples affamés. Nous allons désormais avoir la tranquillité d'esprit qui va permettre aux Nigériens de réfléchir sur les grands projets, de faire des réflexions et des analyses macroéconomiques, des analyses porteuses qui vont permettre de concevoir quelque chose, ce qui n'était pas le cas par le passé où on était pris au piège de la recherche de nourriture. On réfléchit sur comment on peut manger. Si on arrive à avoir le petit déjeuner, on réfléchit sur comment garantir le déjeuner. Si on arrive à déjeuner, on se pose des questions sur comment assurer les dîners. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces réflexions liées au manger. Grâce à la vision du chef d'État. Grâce à la vision du chef d'État, je crois que même les étudiants aujourd'hui, au niveau des restaurants, ces questions, dans les revendications, ces questions alimentaires semblent être vraiment reléguées au second rang. Et là-bas même, on fait des réflexions plus approfondies maintenant. Parce que c'est comme on l'a dit, je finis avec ça, Marcel, un écrivain, Marcel disait lorsque l'immédiat dévore, l'esprit dérive. C'est-à-dire que lorsqu'on est toujours accroché à chercher comment manger, comment assurer telle question de souveraineté, c'est que l'esprit il dérive. Il n'est plus là. Donc on ne peut pas concevoir, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas poser des analyses susceptibles de permettre de régler des grandes questions. Merci Nouma. Oui. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces enseignements à tirer Oui, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, M. Tchimongo. Une fois, j'ai suivi une interview, c'était avec vous, du président de la République, qui disait que les Nigériens qui pensent qu'ils sont en train de soutenir le CNSP se trompent. Oui, tout à fait. Ils disent, mais ils n'ont pas encore compris, ils n'ont rien compris. Parce que le problème n'est pas de soutenir le CNSP, c'est de soutenir le Niger et la souveraineté du Niger. Et une fois aussi, l'ancien Premier ministre burkinabé, qui est actuellement ambassadeur du Burkina en Russie, je pense, avait dit ici à Niamey, ce qu'il apprécie chez le président de la République, Tchani, le président de la République lui a dit que lui, il est assez vieux, il est assez âgé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il n'y a que le Niger qui l'intéresse. Il est là pour la souveraineté de son pays. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle chaque Nigérien. Moi, je pense que quand un leader d'un pays, quand le responsable suprême d'un pays parle ainsi, en tant que citoyen, tu ne peux que t'aligner. Et moi, je pense que les enseignements que nous pouvons tirer de ces différentes interviews du président de la République sont énormes. Parce que, comme l'a dit Namewa tout à l'heure, la souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est une réalité. Qu'on le veut ou non, c'est une réalité. C'est que les 3 ans n'ont pas réglé. Voilà.
Et ça, c'est une réalité. Il faut se le dire très clairement. Parce que tout montant qui est injecté dans la grande irrigation, ça sert à quelque chose. Ouais, on ne jette pas dans l'aveuglette comme ça de l'argent par la fenêtre. On sait que ça va pour la population. On sait aussi dans quel secteur d'activité ça part. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et moi, je pense que le président de la République veut amener chaque Nigérien à comprendre que non seulement les efforts que tout le monde est en train de faire, que ce soit les autorités et les citoyens, c'est important pour la souveraineté du pays. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, moi, je pense que les enseignements que nous pouvons tirer aussi, c'est que le président maîtrise parfaitement le Niger. Ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, chaque Nigérien doit se dire que nous avons un président de la République qui connaît son pays. Et ça aussi, c'est important. Ça alimente un degré de patriotisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Et moi, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, même les pays voisins avec lesquels le Niger aujourd'hui a des tensions, il y a des citoyens de ces pays qui sont en train de remercier le président de la République Tchani. En Côte d'Ivoire, par exemple. Mais moi, j'ai suivi un Ivoirien qui disait qu'il est venu jusque dans mon village, le président de la République. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est juste. Il connaît la Côte d'Ivoire mieux que certains Ivoiriens. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ça, on a vu les réactions sur les réseaux sociaux. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Et moi, je pense que, qu'on le veuille ou non, on peut dire tout ce qu'on veut. D'accord? Le président de la République est en train de montrer aux yeux du monde et aux yeux de la sous-région qu'il est un digne fils d'Afrique. Parce que quelqu'un qui parle de l'histoire des peuples de l'AES et surtout du Sahel, parce qu'il dit, à travers le récit qu'il avait fait de l'historique, du lac Tchad, c'est une façon de dire que nous sommes tous un seul peuple. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire la guerre, mais pourquoi? Et donc, chaque citoyen de l'AES et chaque citoyen de la sous-région doit comprendre qu'aujourd'hui, le message qu'il veut transmettre à travers ça, c'est pour unifier l'Afrique de l'Ouest, unifier la sous-région et unifier aussi toute l'Afrique. Et moi, je pense que ce même message, n'est-ce pas, se manifeste aussi au niveau des deux autres pays de l'AES. Et moi, je pense que les gens vont commencer à comprendre. Ils ont d'ailleurs commencé à comprendre que le travail abattu par les 3 pays de l'AES, ce n'est pas pour nuire à l'Afrique, c'est pour émanciper l'Afrique et surtout libérer l'Afrique. Ça, beaucoup l'ont dit dès le début. De l'impérialisme. Et moi, je pense que nous devons tous aller dans ce sens-là. Et vraiment, sur le plan économique, l'enseignement que je peux tirer, c'est qu'aujourd'hui, la transparence est de mise aujourd'hui au Niger. C'est-à-dire qu'on ne peut plus venir détourner l'argent public comme ça. Parce que là, il a lancé un appel, je dois le dire, aux investisseurs, notamment même nationaux, qui aujourd'hui peuvent venir avec les facilités accordées pour pouvoir investir au Niger. Et je crois que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui parlent mal de la gouvernance du président Tchani, c'est ceux pour lesquels les avantages ont été coupés. Mais bien sûr. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans leurs privilèges. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre le pays au-dessus de tout intérêt particulier. Moi, je pense que c'est important. C'est très important pour que nous puissions chacun, en ce qui nous concerne, aller dans ce sens-là. Vous savez, M. Tchemogo, les pays développés là, ils se sont développés comment? À travers des révolutions. Il y a eu des bains de sang. Bien sûr. Il y a eu des bains de sang. Il y a eu des révolutions. Donc, et aujourd'hui, les gens pensent que la tentative de déstabilisation de l'aéroport de Niamey, mais c'est une façon de dire, OK, le Niger va tomber, ainsi de suite. Mais attendez, il y a eu combien le président l'a dit dans son interview, mais il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas eu un attentat dans son Bien sûr, il n'y en a pas. Bataclan, le 11 septembre, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il y a eu combien de morts? Tout à fait. Donc moi, je pense que nous devons tous nous souder, d'accord, et aller et surtout être résilients et surtout se battre pour que notre souveraineté soit affirmée. D'accord. Voilà. Merci. Et on a fait pratiquement le tour du sujet. Pour finir en une phrase, quel sera votre message en direction de nos compatriotes, comme vous l'avez dit, qui ont suivi largement cette interview du chef de l'État? Vraiment en une phrase pour finir. Moi, je pense que nous devons continuer cette résilience. Nous devons aussi nous mobiliser. D'accord, sur le plan national et international, parce que j'ai vu aussi à travers la mobilisation que la diaspora est en train de mener aussi à ce niveau. Bien sûr. Donc nous devons tous, les Nigériens qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, se mobiliser pour cette mobilisation générale, parce que aucun pays ne va venir nous défendre. Nous devons défendre notre pays, notre patrie, parce que c'est un pays qui nous a vu naître et nous devons tous aller dans ce sens-là pour que notre pays puisse exister et continuer aussi à la génération future qui viendra,
leur laisser la place aussi de s'affirmer. D'accord. Parlant de la mobilisation, notamment à l'extérieur, on attend ces grands rassemblements au niveau de tous ces pays. Tout à fait. Voilà, on attend, puisque les gens disent que il faut quand même que aussi les gens de la diaspora se mobilisent fortement et occupent certaines places à l'extérieur. Et c'est possible. Ces pays disent qu'ils sont dans une grande démocratie, donc rien n'empêche à tous ces Nigériens, tous nos combats qui sont à l'extérieur, de faire ce rassemblement au niveau de ces grands pays. Tout à fait. Et on attend ça dans le cadre de la mobilisation. C'est qu'en tout cas, beaucoup le disent. Merci beaucoup. Merci. Oui, quel sera votre message, Namewa? Mon message de la fin, avant de donner mon message, permettez, j'ai un mot à dire sur le déplacement du président en Algérie. Rapidement, alors. Très rapidement. C'est pour dire que vraiment c'est une mission, c'est une visite à saluer. Ok, d'accord. Et on a vu les grands projets qui ont été, les accords qui ont été signés pour la réalisation des grands projets, des projets dont certains sont même historiques. Nous souhaitons voir vraiment la réalisation de ces projets. Le dernier message que j'ai à l'endroit des Nigériens, que ce soit les Nigériens de la diaspora ou les Nigériens internes de l'intérieur que nous sommes, et y compris les Nigériens qui sont devenus les auxiliaires de l'impérialisme international, de la déstabilisation de notre pays. Je voulais seulement dire qu'en tant que citoyens nigériens, nous devons faire ce que nous avons à faire avant de faire ce que nous voulons. D'accord. C'est-à-dire que nous devons assumer nos obligations, nos devoirs, nous devons nous acquitter de nos devoirs afin de prétendre à faire ce que nous voulons, que ce soit les critiques subjectives sur la manière dont on gouverne tout ça là, que chacun assume sa propre responsabilité. Chacun assume son rôle son devoir qu'il a vis-à-vis de la République. Chacun assume son devoir qu'il a vis-à-vis de l'État du Niger. Lorsque chacun arrive à faire ça, si on veut par après, on peut se livrer à certaines critiques subjectives et autres. Vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Que chacun découvre son rôle et essaie de l'assumer. Et c'est même ça tout le sens de la mobilisation générale. On appelle chacun à jouer le rôle qu'il doit jouer. On appelle chacun à mettre sa main à la pâte, comme on l'a dit, afin de construire le défi national qui est le Niger. D'accord, merci. Oui, Ibrahim, qu'est-ce que vous avez comme message? Quel sera votre message rapidement? Mon message, pour être précis et concis, M. Abdoulaye, c'est de dire à l'ensemble du peuple nigérien de continuer le combat. De continuer le combat. Le combat ne fait que commencer. Nous sommes aujourd'hui dans la révolution. Nous sommes dans la quête véritable de notre souveraineté et de notre dignité. C'est de dire aux Nigériens de continuer et de croire, n'est-ce pas, à nos dirigeants. Parce que vous le savez, Abdoulaye, pour l'une des rares fois de l'histoire de notre pays, nous avons un régime qui a placé, n'est-ce pas, l'éducation au centre de sa préoccupation. Nous avons vu le budget du ministère de l'Éducation nationale et devant le ministère de la Défense nationale. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nos autorités attachent du prix, n'est-ce pas, à l'éducation, à ce que les jeunes Nigériens puissent avoir la formation adéquate qu'il faut et qu'ils puissent demain venir servir dignement et le pays. Croire à nos dirigeants voudrait dire aussi, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui nous avons vu, c'est dans les préoccupations, n'est-ce pas, et de tous les jours, de tous les Nigériens et de toutes les familles, que les budgets sont étalés, l'agriculture, n'est-ce pas, autrefois délaissée. En un mot, il y a une transparence. Il y a vraiment une transparence dans la gouvernance actuelle et nous devons profiter de ces mois bénis de Ramadan en tant que croyants, en tant que musulmans, de prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse protéger notre pays, qu'il puisse permettre au Niger, n'est-ce pas, de vivre en paix, qu'il puisse permettre aux autres pays de l'AES aussi de vivre en paix et qu'il puisse permettre à tous les pays du monde entier d'être en paix. D'accord, merci. Docteur, quel sera votre message? On finit avec vous. Avant d'aborder le message de fin, donc je souhaite un bon Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane nigérienne et musulmane du monde entier. Donc puisse Allah puisse descendre sa miséricorde sur le Niger, ses dirigeants et tous les pays, en tout cas musulmans. Et puis, avant de dire aussi, je plaide ça à ma qualité d'enseignant. Si vous voulez, nous, les gens, s'ils ont des réactions ou des sollicitations, ils viennent vers nous pour nous exposer. Et nous, à notre qualité d'enseignant, donc moi je plaide
à la fois, parce que je suis à la faculté de droit. Oui. Donc je plaide pour les douaniers là qui ont été recrutés, où il y a une décision qui est définitive, parce que moi je suis chargé d'enseigner le droit des voies d'exécution. Donc il y en a qui me posent comment est-ce qu'on doit exécuter une décision qui est venue définitive. D'accord. Donc moi je plaide pour ces douaniers, que j'en appelle au père de la nation. Donc son excellence, je ne doute point en tout cas de son, comment on appelle ça, de sa bonne vision, en tout cas de son humanisme. Et de son intention, en tout cas, de faire du Niger, en tout cas, un Niger à Dieu. Donc, je plaide personnellement, donc qu'il puisse intégrer au moins, si vous voulez, en tout cas, dans la mesure du possible, parce qu'il y a une décision qui est venue définitive, on puisse intégrer les douaniers là qui attendent. D'accord. De l'autre côté aussi, il y a les sapeurs-pompiers qui ont été formés et qui peuvent être utiles. Les sapeurs-pompiers aussi ont été formés à travers la direction de la protection. Donc je plaide aussi pour ces deux. Et je plaide également... Ça, c'est l'enseignant qui parle. Oui, c'est l'enseignant qui parle. Pour mes enseignants, pour mes collègues enseignants contractuels aussi, donc pour dire que l'enseignement n'est pas chose gratuite ou facile, si vous voulez. Donc je me dis que l'enseignant, si souvent il accumule des arriérés, donc même si dans les propos du président, donc beaucoup d'efforts ont été faits, ils sont en train d'être faits. Voilà. Donc voilà. Dans ce sens aussi que ça continue pour que plus jamais que des contractuels et des arriérés. Parce que l'enseignement, si on n'est pas bien payé, on pense à sa facture, on ne peut pas enseigner. Voilà. Et voilà, donc c'est sur ce point. Et puis les retraités aussi, tout à l'heure ce matin, j'étais en réunion, donc à l'ENA, donc il y a un retraité qui informe un autre retraité qui dit qu'on nous a donné 2 mois. Donc moi j'étais à côté d'eux, c'est moi qui suis heureux pour eux, quoi, voilà. Si j'allais le dire. Donc voilà, donc de continuer en tout cas dans ce sens. Voilà. Et maintenant, peut-être mon dernier message, donc à l'endroit des Nigériens, c'est ça, par rapport à ce message donc du président. Donc je me dis que nous sommes dans un contexte où vraiment personne ne doit venir à notre place pour construire notre pays. Bien sûr. Donc vraiment, il faudrait que nous-mêmes qu'on puisse construire notre pays, qu'on puisse le défendre aussi valablement. Parce que moi, je suis des gens, depuis, avec l'avènement comment on appelle ça, de la refondation au plan européen, moi, je réponds du tic au tac. Quand tu attaques le Niger, donc moi, je te réponds. Donc, pour dire qu'on doit défendre, parce que l'amour de la patrie, en fait, c'est une obligation religieuse. Quelle que soit ta religion, c'est une obligation de prier pour tes dirigeants. Moi, je le fais toujours. Chaque matin, je prie pour les dirigeants. Donc, c'est une obligation. Et quand on attaque ton pays, injustement aussi, il faut défendre ton pays. Voilà. Merci, docteur. Donc, ce sont mes derniers mots. Merci Abdoulaye. Et merci aussi pour votre contribution à ce débat. Et Ibrahim, merci vraiment pour votre contribution à ce débat. Namawa, merci aussi pour votre contribution à ce débat. Ilyassou, merci parce que vous l'avez rappelé, les sujets que le chef de l'État évoquait dans son interview, qui ont des sujets qui ont été bien appréciés par l'ensemble des populations. Ça, c'est visible, puisque vous l'avez dit, vous avez suivi ces réactions sur les réseaux sociaux. En tout cas, à l'unanimité, les gens ont beaucoup apprécié les propos que le président a tenus, et ça fait plaisir vraiment de le voir. Vous avez dit, c'est un président, et ça fait plaisir, qui connaît son pays, parce qu'il faut souvent connaître son pays avant de faire quoi que ce soit. Or, c'est ce qui a manqué par le passé. Or, ce président, il connaît très bien ce pays, et avec ce qu'il développe pour le pays, je pense que beaucoup de nos concitoyens vont croire à la refondation. Et cet esprit de patriotisme que nous souhaitons, sans doute, que ça va aller de l'avant. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver, Namewa, une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous allons poursuivre ce décryptage de la grande interview du président de la République dans nos prochains débats avec les autres structures de la société civile de notre pays. Le grand débat, par ma voix, souhaite un très bon Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane. Excellente soirée à tous. Au revoir.